Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée du Cercle. Notre conférence du jour est parrainée par BDO France et a pour thème crise sanitaire, guerre en Ukraine, comment diriger en leader authentique dans un monde toujours plus incertain. Pour en débattre comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme. Arnaud Naudan, Leslie Bréau-Méniger, Alexandre Menet et Anne-Claire Pache. Et on retrouve tout de suite Arnaud Naudan, le président de BDO France, pour une présentation de ce grand réseau international. Oui, donc on a un cabinet d'audit et de conseil, on est le représentant français du 5e réseau international. Donc on est présent dans plus de 167 pays, on a 92 000 collaborateurs dans le monde, et en France, 1500 collaborateurs dans 45 bureaux sur le territoire. Alors peut-être, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Peut-être pour introduire le débat, j'aimerais vous rappeler un événement qui m'a frappé. C'est une vidéo qui est ressortie sur les réseaux sociaux assez récemment, qui date de 2019, qui est une vidéo d'Édouard Philippe, dans laquelle il prévoyait à cette époque-là 2 événements majeurs, à savoir l'invasion de la Pologne par la Russie et une pandémie mondiale. Je cite cette anecdote pour dire que peut-être que, mis à part Édouard Philippe, personne ne pouvait prévoir ces sujets-là, et du fait de la succession de crises qu'on a connues. Et je cite aussi cette anecdote parce qu'à mon avis, d'ici 2027, on en entendra beaucoup parler. On a choisi ce thème parce qu'on a été assez frappé en discutant avec nos clients sur cette succession de crises majeures que personne ne pouvait prévoir, et finalement on pense qu'on a un retour de l'imprévisibilité dans notre société. Crise sanitaire, guerre en Ukraine avec toutes les conséquences qu'elle va avoir sur l'inflation, les chaînes d'approvisionnement, et donc aujourd'hui piloter une entreprise dans un environnement comme celui-ci, on trouvait que c'était un thème qui moi personnellement me passionne et qui je pense est un enjeu pour beaucoup de dirigeants. Donc effectivement, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est dans un monde beaucoup plus volatile, beaucoup plus incertain, beaucoup plus complexe et finalement beaucoup plus ambigu. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour diriger une entreprise? Et donc je remercie les membres du panel d'avoir accepté d'en débattre. Le leader authentique. Le leader authentique. Moi, j'ai la conviction que ce mouvement qu'on est en train de vivre va s'intensifier. Alors, principalement pour 3 moteurs. Le premier, je pense, c'est la dureté de la crise climatique, qui va avoir des incidences sur l'ensemble de notre société et donc sur nos entreprises. Le deuxième, c'est la rapidité à laquelle la disruption technologique est en train d'arriver, et notamment ce que ça représente pour les populations, avec quasiment un rejet de l'évolution technologique. Et puis le troisième moteur, qui est comment est-ce que l'ensemble des dynamiques, des problématiques sociopolitiques, ce qu'on peut voir, les fake news, les problématiques, enfin l'élection présidentielle qu'on est en train de vivre, nous démontrent beaucoup de choses. Comment est-ce que ces 3 moteurs vont avoir une incidence, et je pense que finalement tous les dirigeants se rendent compte avec une certaine dureté que piloter une entreprise dans cet environnement est devenu très complexe. Alors pour partager peut-être et répondre à cette question, comment est-ce qu'on arrive à piloter une entreprise et comment est-ce qu'on doit ajuster le leadership, peut-être 3 éléments avant de laisser la parole à mes collègues. Je pense que le premier, on en parle beaucoup, je dirais, et tant mieux qu'on en parle. Je pense que pour moi, le premier élément, c'est le sens, et utiliser le sens un peu comme une boussole pour les entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de diffuser dans une entreprise le sens de ce que l'on fait. On parle beaucoup de raison d'être, mais je pense que c'est un élément fondamental, et je pense que peut-être Alexandre en reparlera. On a nous-mêmes fait le choix chez BDO de définir notre raison d'être. On est même allé un peu plus loin, vu qu'on est devenu le premier cabinet d'audit international à adopter le statut d'entreprise à mission, et je pense que c'est réellement un élément fondamental pour le leader aujourd'hui, d'être capable de donner du sens et d'embarquer ses équipes. Le deuxième élément qui me frappe, c'est certainement la fin des plans stratégiques. Toutes les entreprises dans le monde d'avant réaliser des plans stratégiques à 3 ans, à 5 ans, avec un scénario central, des budgets. Je pense qu'aujourd'hui, cette ère est révolue. Qui est capable aujourd'hui de définir un plan stratégique? Et je pense que demain, la planification, ça va être plutôt
de donner un cap global et puis de l'ajuster, d'être capable de pivoter. Donc ça m'amène à mon troisième point qui est, je pense, réellement aujourd'hui la qualité du leader. C'est un peu un mélange à la fois d'assertivité et puis d'authenticité, de proximité. Assertivité, parce que je pense que ce qu'on attend aujourd'hui d'un leader, et je crois que c'était Jeff Bezos qui disait finalement être un CEO aujourd'hui, c'est prendre très peu de décisions, mais les prendre très bien et très rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas. Je pense qu'on attend de nous qu'on prenne des décisions rapides et qu'on soit capable de les diffuser rapidement dans l'organisation. Donc de l'assertivité, et puis parallèlement à ça, finalement une proximité et une authenticité vis-à-vis de nos collaborateurs. On en discutait avec Leslie en préparant l'intervention. Je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de plus de proximité avec nos collaborateurs, de plus de communication, de plus d'empathie. Et je pense que c'est réellement ce qui fera les caractéristiques du leader dans ce monde tout aussi incertain. Merci Arnaud. Anne-Claire, ton périmètre au sein de cette belle école, l'ESSEC Business School, c'est quoi ton périmètre ? Donc à l'origine, je suis professeure spécialisée en innovation sociale et aujourd'hui directrice de la stratégie et de l'engagement sociétal de l'ESSEC. Très bien. Alors, on a déjà une belle mise en bouche, si je puis dire, avec Arnaud, sur le contexte et le statut de leader. Quelle est la vision des choses ? Oui, alors j'aime beaucoup la question telle qu'elle est posée, parce que il est évident qu'on opère tous, et les entreprises en particulier, dans un monde qui est extrêmement incertain. On a vu la crise sanitaire, les crises géopolitiques, mais on a aussi un certain nombre de certitudes aujourd'hui qui sont, la crise climatique, Arnaud l'a évoqué, elle est là, les rapports du GIEC nous la rappellent régulièrement, et l'impact climatique, il est porté à 75% par les entreprises, 25% par nous tous en tant qu'individus quand on gère nos vies personnelles. Mais donc les entreprises, elles ont, face à cette crise climatique, des enjeux majeurs. D'autres enjeux majeurs en termes de ressources humaines. Les jeunes, nous on les voit au quotidien, ils sont extrêmement préoccupés par la situation du monde. 50% disent souffrir d'éco-anxiété. Ils disent que la question du sens est une des dimensions, un des critères prioritaires quand ils vont choisir de rejoindre une entreprise. Donc une entreprise, aujourd'hui, elle ne peut pas ne pas être consciente du fait que recruter des jeunes diplômés en particulier, mais plus globalement des jeunes, la relève, va être extrêmement compliqué et challengeant dans ce contexte où leurs attentes sont fortes. Et on voit aussi que les attentes des investisseurs, on a probablement tous lu la lettre de Larry Fink, au patron de BlackRock, au CEO des entreprises dans lesquelles ils investissent. La prise en compte par les investisseurs aussi des enjeux sociaux et environnementaux va croissant. Et donc dans ce contexte-là, qui est fait à la fois de grandes incertitudes et en même temps d'un certain nombre de contraintes très, très claires, la question de comment est-ce qu'on est à la fois responsable et authentique, elle est fondamentale, parce que le risque très clair, il est celui du social washing, du greenwashing, en tout cas de celui de dire « Ah ben oui, tiens, je vais donner l'impression que j'ai bien compris les enjeux, et puis en fait, je vais continuer à faire du business as usual ». Et donc aujourd'hui, il y a une vraie conscience, je pense, globalement des entreprises, et on le voit aussi à l'ESSEC avec les employeurs qui viennent nous voir, les entreprises avec qui on est très proche, de la nécessité de pouvoir prendre en compte ces grands enjeux sociétaux auxquels on est tous confrontés, et en même temps une grande incertitude sur en fait comment on fait pour être à la fois performant économiquement, parce qu'il n'y a aucun doute qu'il faut continuer à être performant économiquement, si on veut être impactant socialement ou environnementalement parlant. Mais en revanche, comment est-ce qu'on fait pour être à la fois performant économiquement et socialement en même temps? C'est pas évident. Et donc on a travaillé avec une collègue à Harvard en essayant d'étudier une centaine d'entreprises qui ont réussi quelque part à tenir sur cette ligne de crête d'une double performance économique et sociale. Et on a essayé de regarder comment est-ce qu'elles ont fait, quelles ont été les caractéristiques de ces entreprises qui ont réussi. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a 4 grands facteurs qui sont essentiels pour un leader qui souhaite quelque part réussir à agir dans ce monde complexe et incertain. Le premier, c'est la question des objectifs. Arnaud évoquait le sens. Les entreprises, elles sont très familières
de l'idée de se fixer des objectifs de performance économique. Il y a un certain nombre de KPI assez clairs que tout le monde connaît pour dire économiquement, cette année, on a envie d'atteindre tel chiffre d'affaires, tel résultat, tel niveau de performance. On est moins équipé pour fixer des objectifs sociaux ou environnementaux. Et pourtant, si on ne le fait pas, ça va être très facile de dire « Ah ben oui, tiens, on va être une entreprise qui va changer le monde » ou « On va être une entreprise qui va être une force du bien ». Mais concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Et donc celles qui réussissent à être réellement impactantes sont celles qui, à un moment donné, sont capables de dire « Voilà, moi, mon impact, il veut être environnemental » ou « Mon impact, il veut être sur l'écosystème local dans lequel mon entreprise opère » ou « Il veut être… » très fort en matière de diversité. Peu importe l'objectif, ce qui est important et ce qui ressort, c'est qu'il faut être en capacité de l'expliciter. En même temps qu'on explicite l'objectif économique, on explicite des objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux, et puis d'être ensuite en capacité de les monitorer, c'est-à-dire de les suivre régulièrement et d'être en capacité de dire sur cette dimension-là j'avance, sur cette-là moins, et donc je vais essayer de mettre des mesures correctives. Le deuxième facteur important, c'est celui de l'organisation. On a vécu un monde où on a un peu cantonné les sujets RSE, développement durable, dans un coin. On avait la direction du développement durable, parfois elle était attachée à la direction de la communication. On faisait le rapport là, tous les ans, comme ça, hop, on était sorti d'affaires, tout allait bien. L'enjeu aujourd'hui, il est celui de dire comment est-ce que dans l'ensemble de mon organisation, je vais être en capacité d'infuser ces dimensions-là. Donc comment faire pour que les enjeux sociaux et environnementaux ne soient pas juste le problème d'une personne dans un coin, mais le problème finalement de tous les collaborateurs de l'entreprise et que de chacun sache exactement, dans mon rôle à moi, je suis directeur du marketing, je suis directeur commercial, je suis directeur des ressources humaines, nos objectifs de performance économique, je sais comment ils se traduisent, mais nos objectifs de performance sociale, je sais aussi comment ils se traduisent et je sais quelle est, moi, ma contribution à ceci. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est le sujet des ressources humaines. Très concrètement, pour réussir en tant que leader dans un monde incertain comme celui-là, il faut être entouré d'une équipe et d'hommes et de femmes qui ont eux-mêmes une bonne capacité à la fois de compréhension et d'action sur ces différents sujets. Alors, il y a plein de manières de le faire. Soit on se dit, tiens, je vais recruter des gens qui n'ont pas forcément de compétences sur les sujets sociaux et environnementaux, mais je vais, moi, les former. Ou alors, je vais plutôt aller chercher des experts plus seniors et je vais dans des endroits clés de l'entreprise leur donner une mission de transformation. En fonction de ce qu'on est, de qui on est, de la nature de l'entreprise, les deux stratégies peuvent se valoir. Mais en tout cas, la question de se dire comment est-ce que les hommes et les femmes qui composent mon entreprise peuvent concrètement contribuer à cette performance et comment est-ce que je les équipe, comment est-ce que je les forme, comment est-ce que je les sensibilise à ces sujets-là, c'est une autre manière clé de réussir cette performance double. Et puis la dernière, c'est la question réellement du leadership, et Arnaud l'a bien évoqué, c'est la question de comment est-ce que le leader ou la leader de l'entreprise va incarner concrètement cette mission double, économique et sociale. Et là, le sujet de comment est-ce que je vais prendre des décisions qui incarnent cette réelle volonté d'avoir un impact sociétal, comment est-ce que je vais m'entourer dans la gouvernance d'équipes qui vont porter quelque part la voix de mes différentes parties prenantes, c'est une autre composante importante. Donc, si je devais du coup synthétiser, c'est vraiment ces 4 objectifs, fixer des objectifs économiques et sociaux très clairs et les monitorer, c'est structurer mon organisation pour être sûr de bien répondre à ces 2 enjeux, c'est recruter en ayant en tête que j'ai besoin d'avoir de vraies compétences sur ces sujets, et ça ne s'invente pas, ça ne se décrète pas. Donc on peut former, on peut recruter des gens experts. Et puis la question du leadership et comment est-ce qu'on l'incarne, cette double dimension-là, au plus haut de l'entreprise, y compris dans le conseil d'administration, c'est structurant. Donc à la fois l'agilité pour répondre à la complexité, mais en même temps cette colonne vertébrale qui assure cette culture quelque part, qui permet réellement d'être performant sur les 2 dimensions. Voilà ce qu'on a trouvé.
Arnaud, tu veux réagir? Oui, peut-être juste pour rebondir, parce que Anne-Claire, tu disais quels sont les critères pour finalement allier performance financière et performance extra-financière. Moi, je voulais juste citer une étude d'HSBC qui a analysé 600 entreprises, dont 150 entreprises qui avaient des critères ESG, des notations ESG élevées. Et finalement, en termes de performance, ils se sont rendus compte que les entreprises qui avaient réussi à allier performance financière et performance extra-financière surperformaient les indices boursiers de plus de 7%. Donc voilà, si encore certains étaient sceptiques sur comment rallier la performance extra-financière à la performance financière, il y a des études quantitatives qui démontrent le caractère vertueux de la démarche. Sur des entreprises françaises, Arnaud, ou internationales? Internationales. Internationales, très bien. Leslie, alors un mot sur ta belle ETI familiale, un mot sur l'historique, ça a été créé quand et quels sont tes métiers? Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis une jeune dirigeante. Je ne dis pas ça parce que je suis si jeune que ça, mais j'ai pris mon rôle il y a 3 ans, on va dire. Et j'ai rejoint mon père dans ses activités après avoir passé 15 ans dans un grand groupe de cosmétiques. Donc, notre activité, nous, on a un ETI donc, familial avec un actionnariat unique. Donc, ça crée quand même une spécificité. Et je dirige le pôle beauté. On est sous-traitant, on est industriel des cosmétiques avec 6 usines en France. D'accord, et Voilà. des clients finaux, donc ce sont les grands noms mondiaux. Exactement, Ouais. exactement, les grands groupes de cosmétiques. Donc moi, quand Arnaud m'a donné le sujet du jour, j'ai interrogé sur le mot authentique et son utilisation dans la question, et j'ai compris qu'on était tous d'accord pour se dire qu'en situation de crise, l'authenticité était une valeur importante, nécessaire, peut-être pas la seule, mais qu'elle était nécessaire. Et c'est vrai que nous, dans un groupe familial, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que d'être authentique. Et en tout cas, j'ai pas besoin de convaincre. Mais c'est très important, effectivement. Moi, il y a notre famille et derrière, il y a personne d'autre. Donc, bien sûr, personne n'a besoin que je convainque que la décision que je prends, en tout cas, comprend, elle est pour l'entreprise. Que demain je ne vais pas aller rejoindre une autre entreprise et que finalement nos décisions elles sont prises, le prisme c'est la réussite et qu'on n'a pas de plan B. Donc je pense que ça fait partie d'un groupe familial avec les responsabilités qui vont avec. Donc pour moi la question c'est comment être un bon dirigeant en situation de crise. Alors moi j'ai pas vécu d'autres crises, voilà, j'arrive et puis donc j'ai pas de conseils à vous donner mais juste partager ce qu'on fait au quotidien et ce que je pense être juste. La première des choses, c'est je pense qu'il faut rassurer. Parce que globalement la situation est anxiogène et qu'on voit nous dans nos usines et même aussi auprès de mes clients, ils veulent savoir comment nous on va réagir et finalement en tant que dirigeant, est-ce qu'on va savoir garder le cap. Donc je pense que c'est très important de rappeler le cap. Et reprendre un peu aussi, se montrer tenant le gouvernail du bateau. Je pense que quand tout va bien, on peut aller regarder d'autres choses, on peut être un peu moins présent, on peut laisser... Là, il faut se recentrer et être visible et présent, et le rappeler à chacun. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de foot dans la salle. Qui supporte le PSG? Alors, j'ai parlé Qui supporte Marseille? Voilà, on va faire, ça va pas aller. Jusque-là, tout allait bien. J'ai parlé de l'équipe de France. Il y avait l'épopée de 2006 de l'équipe de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bref, ils avaient une phase de poule très difficile. Les anciens étaient revenus, ils étaient fatigués et l'équipe a eu du mal à se construire. Et finalement, ils se sont transcendés. Ils ont atteint la finale. Bon. Et tout le monde leur a demandé c'était quoi votre secret. Et en fait, ils avaient une devise qu'ils ont donné à la fin qui était on vit ensemble, on meurt ensemble. Alors bon, c'est des footballeurs, donc c'est pas super français. Mais derrière ça, je pense qu'en tout cas dans notre entreprise et moi la façon dont je la dirige, c'est d'avoir que chacun le sentiment que je suis avec eux, on vit ensemble, on meurt ensemble. On sera là et on est là. Ensuite, le deuxième chose que je pense qui est important, c'est aussi d'avoir la capacité de regarder plus loin quand même, de aussi saisir les opportunités, parce que là, on se recentre aussi, on regarde l'essentiel, et puis on gère le quotidien, mais il faut aussi regarder plus loin, saisir les opportunités qui vont arriver, prendre des risques aussi aujourd'hui, parce que je vois en plus les prises de décision qu'on peut prendre industriellement, elles sont beaucoup plus longues à arriver, les approvisionnements sont plus longs, donc il faut aussi regarder plus loin et être confiant dans l'avenir.
Et parce que je pense que dans chaque crise, il y a des opportunités qui naissent. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain et il faut rebondir. Et ça, je pense que c'est les qualités que doit avoir un dirigeant. Ce n'est pas facile tous les matins de se rechallenger et de voir ce qui est la lumière au sein de ce qui est sombre. Et puis, je dirais la dernière chose, c'est ce qu'on fait ce soir. En tout cas, pour moi, c'est de s'ouvrir aussi aux autres dirigeants, de partager l'expérience. J'ai pas la science infuse, je suis très instinctive, mais voilà, de partager aussi nos doutes et nos best practices. Et puis, voilà, ça fait aussi partie pour moi des choses authentiques, je pense, ce soir et qu'on va vivre et qui sont importantes. Au total, tu as combien de collaborateurs dans les usines? Tu peux nous rappeler Dans les usines, à peu près 350 personnes. 350. Et ils étaient inquiets pendant cette crise? Ils se disaient parce que ils sont encore inquiets, ouais. Ils sont toujours inquiets. Là, il y a des usines qui ferment. Il y a, globalement, le secteur de la beauté se porte bien, mais nous, on est un groupe indépendant et voilà. Ils sont inquiets. Ouais. Ils voient en plus, on a des problèmes d'approvisionnement. Bref, je pense que tout le monde connaît. Donc, on a sur les lignes, elles sont vides alors que les carnets de commandes sont pleins. Mais il faut les rassurer, il faut leur expliquer pourquoi. Et leader charismatique, ça peut être au singulier ou au pluriel? Parce que tu as un papa là-dedans, non? Oui, alors elle est très charismatique. C'est pour ça que je ne l'ai pas ramenée. Et comment ça se passe le quotidien là? Vous dirigez à deux, tous décident le dimanche midi juste après la messe? Alors, non, avant le match de foot, non. Écoute, on a un peu aussi chacun on a deux pôles dans notre groupe. On a un pôle beauté que je dirige et puis un pôle transport qui est plus son truc. Et après, écoute, au moins c'est très authentique nos échanges et ça permet d'être aussi plus direct, plus rapide. Et je crois que ça doit gagner ça de se dire les choses. Et voilà, c'est très instinctif. Sans pas trop d'engueulade, ça va. Non, on en a eu beaucoup plus avant de travailler ensemble. Ouais. Bon, ça c'est à méditer. Merci en tout cas, Leslie. Alexandre, un petit mot. Tu as rejoint le groupe Atos il y a assez longtemps. Comment vous avez vécu au sein du groupe? Le nombre de collaborateurs au total dans le groupe, vous êtes combien? Un peu plus de 100 000, oui. Plus de 100 000. Et comment vous avez vécu cette pandémie, cette crise? Comment ça s'est passé au quotidien? Oui, alors bien sûr, c'est pas simple, puisque nous, notre difficulté, c'était de pouvoir en effet toujours continuer à répondre aux besoins de nos clients. Et on s'est retrouvé, en fait, vous savez, il y a la bonne devise des cordonniers les moins bien chaussés, avec des difficultés aussi pour nos collaborateurs de pouvoir travailler à domicile et ne plus avoir accès à des sites de clients. Vous savez qu'on fait beaucoup de prestations d'externalisation, on est sur les sites des clients, on accompagne nos clients dans le développement de leur transformation digitale. Et à partir du moment où on n'a pas accès au site, qu'est-ce qui se passe? Et puis on s'est retrouvé aussi, puisque vous avez vécu ça aussi, enfin, plus particulièrement aussi dans les grands corporates, mais à partir du moment où les collaborateurs des clients ont besoin d'avoir effectivement leur informatique à domicile, il fallait accompagner les clients dans cette transformation. Et donc il y avait en fait un espèce de paradoxe, à la fois nos ressources qui se retrouvaient un petit peu dans une logique de chômage technique puisqu'ils ne pouvaient plus accéder en fait au site des clients, et puis dans le même temps une surcroît d'activité pour pouvoir permettre en fait donc aux collaborateurs de nos clients de pouvoir travailler en fait à domicile. Donc il y avait un certain paradoxe. Deuxièmement, il fallait gérer aussi bien sûr la grande difficulté de la centralisation qu'avaient souvent les grands groupes. Et on était quand même très mal placé en étant à Paris pour pouvoir véritablement décider quel allait être le sort des collaborateurs de Buenos Aires, quel était le sort des collaborateurs de Singapour. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, et c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, toujours un peu de savoir quel est le moment qui va essayer de pousser des transformations, on voit, qui sont latentes, d'environnement, de gestion des organisations, qui nous a poussé en fait à décentraliser beaucoup plus les centres de décision, bien entendu, des organisations. Et ça correspondait en fait à un momentum, je pense, qui était très fort et un besoin qui était assez fort dans l'entreprise. Vous savez que la transformation digitale, il y a des enjeux magnifiques et vous le vivez au quotidien. En revanche, il y a aussi quelque chose qui est complexe, c'est qu'on est dans des process et parfois on peut se poser même la question de sa propre utilité dans une organisation tellement on est dépendant d'un process. Et donc il y a aussi, souvent, on l'observe avec le temps, une absence de confiance en soi des collaborateurs, un peu une débilisation, même de se dire, bah voilà, à quoi cher, voilà, je suis juste là pour appuyer sur un bouton, et peut-être ça perd mon sens au travail, ce qu'on était en train d'évoquer tout à l'heure. L'intérêt, en fait, aussi de ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que, alors, on a hiérarchisé un peu les premiers de cordée, le deuxième cordée, le troisième cordée, mais tout le monde a tenu. C'est quand même fabuleux, en fait. Si vous reprojetez 10 ans en arrière, c'était impensable, en fait, de même pouvoir faire des zooms, ce genre de choses. Ça, c'est la beauté du digital.
Mais ça nous a poussé aussi à voir se révéler des comportements dans l'entreprise. Moi, j'étais bluffé des animations qui pouvaient se passer, de communautés, pour des collaborateurs qui, a priori, au départ, ce n'est pas leur responsabilité. D'accord ? Et ils ont fait apparaître, en fait, certains talents, de se dire, ben voilà, lui, il était très bon dans l'animation, etc. Donc on voit aussi, et c'est ça qui est intéressant, et donc je trouve que ça a permis de rétablir une confiance en soi des collaborateurs. Et ça, c'est important. Et donc derrière, il y a, pour aussi rebondir un peu sur les notions de raison d'être, il y a une espèce de réalignement qui est en train de se faire avec, d'une part, le rôle de l'entreprise. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'on voit bien, alors, malgré le quoi qu'il en coûte, etc., les États se sont retrouvés. Alors même si on a vu qu'avec la souveraineté, tout de suite, il y a eu un espèce de réflexe de se dire bah, c'est les États qui vont décider, mais après, c'est les entreprises qu'on produit. Et on voit bien qu'en fait, il y a un réalignement qui se crée entre le rôle de l'entreprise, le rôle de l'État et le rôle des individus. Et le rôle des individus, c'est aussi de se dire, ben voilà, j'ai confiance en moi, donc je veux plus de responsabilités. Ça pose la question de la démocratie dans l'entreprise et, bien entendu, même de façon plus générale, la démocratie dans la macroéconomie, si je puis dire, même dans la société. Mais pour les entreprises, c'est important parce qu'en fait, elles peuvent se retrouver aujourd'hui, et ça, moi, c'est ma conviction et c'est ma thèse, elles peuvent se retrouver responsables de tout. Si elles ne décident pas, de quoi elles veulent être responsables. Et j'insiste là-dessus parce que le rôle social en fait, de l'entreprise dans la structuration de la société est très fort. Et d'où l'intérêt d'avoir une raison d'être. Parce qu'une raison d'être, ça vous permet de définir en fait, de vous être responsable de quoi. En dehors de, vous avez compris qu'il y a votre objet social, ce que vous produisez, mais ça ne suffit plus. Puisque vous êtes un acteur de la société. Et ce qu'attend en fait votre écosystème, c'est que vous positionnez en fait là-dessus. Ce qu'attend, Anne-Claire l'évoquait, les talents aujourd'hui, comme un groupe comme Atos, on recrute à peu près entre 15 000 et 20 000 personnes par an. D'accord ? On est dans une guerre de talents phénoménale aujourd'hui dans le digital. Phénoménale. Et en fait, la valeur d'une entreprise aujourd'hui, c'est sa capacité à attirer et surtout à retenir les talents. Et donc, si vous n'avez pas effectivement un discours qui est un peu porteur de sens, et là, vous l'avez très bien dit Anne-Claire, le truc est radical. Il faut avoir ce message. C'est essentiel. Il faut que ça soit incarné par le dirigeant, il faut que ça soit vécu par les salariés, parce qu'en revanche, il ne faut pas tromper. Vous avez ce qui s'est passé par exemple avec Facebook, Cambridge Technology. Dès lors qu'on trompe en fait les collaborateurs sur la mission qu'on est en train de vouloir porter, la sanction est irrémédiable en fait avec ces jeunes générations. D'où la nécessité effectivement peut-être d'avoir cette raison d'être. Elle permet un alignement au sein de l'entreprise. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous regardez les organisations aujourd'hui. Moi j'ai noté ça en fait. La plupart du temps. Alors, il y a une stratégie commerciale, pour les sociétés cotées, il y a des chiffres qui sont donnés, des ambitions sur 2 ans, sur 3 ans, il y a une marque employeur, il y a des objectifs RSE, mais tout ça est complètement désaligné, la plupart du temps, voire contradictoire. D'où la nécessité, en effet, d'avoir quelque chose qui agrège. Et la raison d'être permet, en fait, cette agrégation. Et après, l'impact, c'est quoi ? L'impact, c'est, aujourd'hui, une grande entreprise, je pense que c'est la même chose pour les petites entreprises, elles ont besoin d'avoir un écosystème fort. Et l'écosystème fort, en fait, qui va permettre, en effet, d'avoir un dénominateur commun et de permettre de réunir tout le monde, ça peut être une raison d'être. Typiquement, pour Atos, c'est nous, on façonne l'espace informationnel. Voilà. On considère qu'on est responsable, en effet, en tant qu'acteur du numérique, sur la façon dont on va utiliser les nouvelles technologies. Ça peut être dans l'intelligence artificielle, la façon dont on va poser un algorithme. Ça peut être, Arnaud évoquait les fake news, par exemple. Bah oui, quand on est en train de créer des plateformes, ce genre de choses. Ça peut être, bien entendu, aussi, vous l'avez entendu, la responsabilité des hébergeurs. Ça peut être le fait que vous savez très bien qu'en fait, le digital pollue énormément. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a développé une offre de décarbonation. Donc, on est totalement dans la création de valeur pour l'entreprise, parce que c'est un business. On fait 100 millions d'euros de revenus. Et bien, dans le même temps, on est en train de travailler pour un monde un peu plus durable. Parce que c'est notre responsabilité d'un acteur du numérique. Donc ça, c'est effectivement cet écosystème. Après, c'est cette fameuse, moi, ce que j'appelle maintenant la true value. C'est-à-dire qu'il y a les éléments financiers, mais il y a les éléments, effectivement, de RSE. Je vous donne un exemple. Chaque dirigeant de l'entreprise, on a un PNL à gérer. Et dans notre PNL, on a des objectifs de décarbonation, avec un budget décarbo. Et on doit, effectivement, on est tenu à notre empreinte carbone. Et sinon, ça impacte notre budget. Donc, tous les collaborateurs sont incentivés, en fait, pour aller dans ce sens-là. C'est ça, en fait, où là, on est vraiment entre, à la fois, ça crée du profit pour l'entreprise, mais il y a cet engagement, effectivement, durable. Ça, c'est pour la true value. Et enfin, il y a l'élément qui, à mon avis, est déterminant aujourd'hui, c'est le capital humain. C'est comment on mesure le capital humain d'une organisation. D'accord ? C'est pas simplement les hommes, c'est la capacité à les former, c'est la diversité, c'est l'inclusion, bien entendu. Mais c'est un élément essentiel, c'est la formation. Et ça, c'est le capital humain. C'est la richesse maintenant d'une entreprise. Je pense qu'on met,
on rentre dans une ère où l'homme va être au centre vraiment de tous les enjeux effectivement des organisations. Et il faut bien entendu des dirigeants qui incarnent ça. Le changement majeur, à mon avis, pour moi, c'est la mise vraiment en valeur du courage, parce qu'il faut être courageux aujourd'hui quand on est dirigeant. Qui pouvait prévoir qu'aujourd'hui, pour un facteur de risque d'une entreprise, le facteur humain serait un risque? C'est impensable. Mais le facteur humain est un risque. Le facteur humain, aujourd'hui, on peut tomber en pandémie et la situation peut s'arrêter. Le facteur humain, c'est de ne pas avoir les bons collaborateurs aujourd'hui. Donc ça, c'est un facteur majeur. En fait, c'est une nouvelle chose. Et donc, il faut faire face, effectivement, à cette imprévision, aux côtés de ce que j'appelle systémique du monde. Et donc, vous avez le courage, et puis Leslie l'a très bien décrit, c'est l'empathie. Voilà. Et en fait, je pense que si on arrive à mêler les deux, on est en effet probablement, cher Alain, un leader authentique. Voilà. Et il y a des différences de vision des choses entre une ETI familiale et puis un grand groupe comme le tien. C'est-à-dire que eux, actionnaires, c'est une boîte comme toutes les ETI familiales, 100% de dictateurs, ils ont 100% du capital et c'est très bien. Et toi, par contre, tu as des influences également financières d'autres? Oui, Claire l'a très bien rappelé, on a tous lu... alors, vous savez, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Il ne faut pas oublier que les objectifs RSE, pour ceux qui connaissent en fait, tous ces objectifs donc non financiers sont nés de l'école de Chicago, qui était l'école, donc vous savez, de Friedman, tout ça, qui a décidé que la seule règle, effectivement, c'était le profit. Mais donc, là, aujourd'hui, c'est la réalité. Moi, je suis bluffé lorsque l'on fait... si je compare... donc, vous savez que les sociétés cotées ont ce qu'on appelle un document universel, c'était autrefois le document de référence. Il y a 10 ans, c'était 85% d'informations financières, et le reste, c'était une espèce de boogie-boulga où on mettait de la stratégie. Là, maintenant, on est passé à, franchement, quasiment 80% d'informations qui n'est pas financière, n'est-ce pas Arnaud? Et en fait, le reste, c'est justement transparence avec, on décrit la stratégie, les objectifs de développement durable, on l'a évoqué, la biodiversité. Aujourd'hui, c'est une obsession en fait maintenant pour les groupes de pouvoir expliquer c'est quoi votre impact sur la biodiversité. Donc tout ça, ça a fondamentalement changé. On a des pressions en effet, vous savez qu'il y a les activistes commencent à être sur ces sujets, et quand on fait des roadshows aujourd'hui, il y a des roadshows gouvernance, mais il y a des roadshows de RSE, etc. Et on est challengé en permanence sur notre impact en fait, en effet, sur la société. Et c'est pour ça que c'est très lié, Alain, avec sur ce que j'ai vraiment essayé de vous faire comprendre, c'est il faut déclarer demain de quoi vous voulez être responsable. Simplement de dire que vous êtes, mais non, moi je dois fabriquer des carrés, etc., c'est ma responsabilité, ça suffira plus. Il y a l'intérêt, en effet, de dire votre place dans la société, vous voulez la définir. Et le meilleur moyen, et attention, je ne parle pas d'un risque juridique, c'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est un risque réputationnel en fait qu'il peut y avoir sur une organisation. Et vous avez plein d'exemples en ce moment de sociétés, et ça va venir, je peux vous dire, de sociétés qui ne sont pas alignées par rapport à ça, et la sanction est majeure. C'est les fournisseurs, c'est tout l'écosystème que j'évoquais tout à l'heure. Et oui, Arnaud? Oui, pour rebondir, on en parlait avec Alexandre. Si on regarde la communication financière des groupes, vous prenez LVMH maintenant, avant, enfin les entreprises cotées, quand elles publiaient leurs résultats, on commençait par la profitabilité, le chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, vous prenez LVMH, ils commencent par combien d'impôts est-ce qu'on a payé, combien d'emplois est-ce qu'on a créé, combien de charges sociales on a payé. Donc finalement, le non financier et la contribution, et donc l'impact d'une société passe avant la performance financière. Et deuxième point, on a une équipe chez BDO qui est spécialisée dans le calcul de la contribution économique et sociale des entreprises. Et c'est de loin l'offre qui a la plus forte croissance, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et je dirais même on fait beaucoup, dans un de nos objectifs de la mission, effectivement, et de promouvoir des pratiques responsables chez nos clients. Et typiquement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent ces outils pour à la fois estimer quel est réellement notre impact, où est-ce que nos salariés vivent, où est-ce qu'ils dépensent leur salaire, quel est notre impact sur nos chaînes d'approvisionnement, sur nos fournisseurs. Et aujourd'hui, ça devrait vraiment un outil pour toutes les entreprises qui souhaitent réellement mesurer et améliorer leur impact. Et être un leader chez les jeunes, là, chez les geeks, chez les 25-30 ans, là, c'est facile ou c'est plus facile avec des petits vieux de plus 50 ans? On est tous, enfin toi t'es pas concerné, mais moi j'en fais partie. Je dirais, je pense que l'âge aujourd'hui n'a plus, beaucoup moins d'impact ou d'importance qu'à l'époque, donc je vais répondre plus, je laisserai Leslie donner son sentiment. Leslie, c'est pareil, Non, je pense que l'âge n'est plus tellement... c'est pas un critère l'âge. Leslie? Dans nos collaborateurs, nous, on n'a pas énormément de jeunes. Après, je suis d'accord. Finalement, je ne crois pas que ce soit une question d'âge. D'accord, on oublie l'âge, quoi. Ouais. Et toi, Alexandre, chez les jeunes, t'es jeune diplômé? Nous, c'est clé, bien entendu. Mais je pense que là aussi, j'aurais pas tenu ce discours il y a 2 ans. Ah. Et là, je crois que c'est cross-générationnel. Ça, j'en suis certain. Vous savez,
c'est la une du Point. Le Point est très bon pour les unes, mais pas bon pour les articles. Mais c'est la grande démission. Je pense qu'il y a un vrai rapport là-dessus. Il y a un vrai enjeu. Il faut réinventer le mode du travail. Et donc, c'est pas notre sujet, mais le côté hybride du rapport au travail. Moi, je suis bluffé. Je peux vous dire, les cours de bourse des grandes sociétés, en fait, des nouvelles technologies, se sont effondrés tout d'un coup au mois de février parce qu'en fait, elles ont toutes publié ce qu'on appelle leur taux d'attrition. Donc, c'est en fait le nombre de démissions que vous avez. Et en gros, dans la pratique de l'industrie, on est sur du 10%, 15%. C'est pour ça que je vous dis, quand je dis on embauche 15 000, 20 000 personnes par an, parce que ça inclut bien entendu l'attrition. Là, on est passé à 25%. Je vois des sous-traitants, des sociétés qui travaillent avec nous en Californie, ils ont des attritions en ce moment qui sont à 80%. 80%, c'est des vrais chiffres. Hein. Mais en fait, après, ils font quoi? Mais ils s'arrêtent de travailler. On ne travaille plus. On fait une pause pendant 6, 7 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ne touche plus simplement la population des jeunes. C'est un rapport complètement différent. Vous avez entendu, il y a des grands cabinets de conseil qui ont annoncé la fameuse semaine à 4 jours, etc. Mais effectivement, il faut changer ce rapport. Et on va rentrer, je pense, dans un mode hybride du travail. Je fais une petite recherche, en fait, juste pour vous dire, le contrat de travail, finalement, à durée indéterminée, c'est début des années 50. Et tout a été construit autour de ça. On l'a tous vécu, en fait. Hein. On va faire un prêt, il faut un CDI. Voilà. Donc on a tous vécu ça. Et donc ce rapport au travail va être modifié. Et je pense que dans l'attraction des talents, dans le capital humain, et d'où mon idée d'écosystème, hein, il faudra accepter que je suis salarié d'Atos pendant 2 jours, et puis qu'après je suis en freelance, mais je travaille 2 jours pour une autre société, etc. Mais je suis dans le même écosystème qui résonne par rapport au sens que je veux donner en fait à mon travail. Je pense que, enfin, en tout cas, moi je pousse là-dessus. Voilà. Pour donner encore un peu. Ouais, tu les fréquentes au quotidien, les jeunes, hein, Oui, mais c'est ça. Alors nous, on les voit vraiment au quotidien et je confirme absolument que leurs attentes, leurs relations au travail, leur capacité à prendre des décisions, de rejoindre une entreprise, de ne pas la rejoindre, de la quitter, de changer, vraiment sur des critères qui sont des critères de quel est le sens, quelle est la liberté qu'on me donne, quelles sont les responsabilités qu'on me donne, sont radicalement différentes aujourd'hui d'il y a 5 ans, et alors je ne parle même pas d'il y a 10 ou 15 ans. Donc je pense que ça c'est déterminant dans le mouvement aussi des entreprises, et on voit, nous les recruteurs, hein, on a de très nombreuses entreprises qui viennent recruter nos étudiants, et qui sont terrifiés presque à l'idée de ne pas réussir à les attirer, de ne pas réussir à offrir des conditions qu'ils attendent, de les attirer pendant quelques mois seulement et de les voir quitter parce qu'ils n'ont pas eu le travail à temps partiel qu'ils ont demandé, ou parce qu'ils n'ont pas eu la capacité à vivre à Bordeaux mais à travailler à Paris. Donc oui, je pense que là, il y a un énorme enjeu, à la fois pour nous, d'arriver à faire comprendre aux entreprises qui sont nos étudiants et ces jeunes diplômés aujourd'hui, oui. Et puis pour les entreprises, à réellement adapter leurs modalités de collaboration face à ces enjeux-là. Nous, le principal sujet, c'est effectivement sur les talents. On a une entreprise de service, donc les ressources, c'est principalement des ressources humaines. L'inflation, on la voit sur les salaires, hein, et on parlait de guerre des talents sur le marché. Effectivement, je ne vois pas un seul dirigeant qui ne nous dit pas en première préoccupation comment est-ce qu'il va recruter. Et nous, en tant que cabinet d'audit et de conseil, je pense que notre première préoccupation aujourd'hui, c'est effectivement à la fois le recrutement et la rétention. Et donc, on voit qu'il y a une pression sur les salaires et un besoin de revoir nos grilles enfin très régulièrement. Hein. On a notamment notre firme au UK, il revoit les grilles des salaires des collaborateurs tous les 3 mois. Donc il y a une augmentation des salaires qui est importante. Donc je dirais, on a beaucoup de communication avec nos clients par rapport à ça aussi. Et donc, parce que techniquement, nous, pour un secteur comme le nôtre, au-delà des problématiques d'attractivité, hein, on disait, nous, on est quand même très frappé par le changement de mentalité des jeunes générations. Hein. L'audit et le conseil étaient des métiers qui étaient présentés comme des classes préparatoires pour la vie professionnelle en sortie d'école. Il y a 15 ans, c'était la voie royale. Aujourd'hui, je veux dire, les étudiants qui sortent de grandes écoles, ils ont du mal à aller dans l'audit. Et d'ailleurs, pour faire écho à ce qu'on disait pendant la conférence, un chiffre alors d'une autre grande école parisienne, désolé Anne-Claire, mais donc une grande école de commerce parisienne, aujourd'hui, un étudiant sur 2 part dans l'entrepreneuriat à impact. Donc,
je dirais au-delà du fait qu'il n'y a probablement pas un marché pour tout ça, ça pose quand même un véritable problème pour nous, dirigeants, de trouver les bons talents. Et c'est vrai qu'il y a une inflation sur les salaires et qui va s'accentuer. Donc c'est notre principal sujet de préoccupation. Et effectivement, à un moment donné, on aura des discussions avec nos clients, mais je pense qu'il y a une discussion qui est ouverte, mais c'est l'enjeu principal pour nous aujourd'hui. Combien ça coûte un bon comptable débutant aujourd'hui? Ça dépend des régions, ça dépend des métiers, ça dépend du type de clientèle, mais globalement, on voit qu'aujourd'hui, au-delà des grilles de salaire qu'on est en train de revoir, et des augmentations qui sont quand même assez significatives. Il y a la problématique de la rétention, il y a les problématiques du coup des bonus, des primes. Donc on est vraiment sur une tension. Je crois que c'était Alexandre qui disait c'est incroyable la tension sur le marché, mais sur tous les secteurs. Les entreprises n'arrivent pas à recruter, on ne fait pas exception. Leslie, au niveau recrutement et moi, j'ai des rémunération aussi des usines dans le nord de la France, donc oui, c'est aussi recruter, et globalement en tout cas sur place, c'est pas recruter des talents, bien sûr c'est recruter des collaborateurs, mais derrière eux, leur principal souci aujourd'hui c'est le pouvoir d'achat, guerre en Ukraine ou pas, on doit forcément passer des augmentations de salaire, c'est évident dans cette période-là. Notre problématique en étant très centrée, c'est de le répercuter sur nos tarifs et de le faire comprendre aux clients parce que il y a des fenêtres de tir. Le problème, c'est que tous les mois, on passe des augmentations de tarifs parce qu'il y a des matières premières qui augmentent, parce que le coût de l'énergie augmente, parce que le coût des salaires augmente. Et on a beau, comme disait Alexandre, avoir des fabuleux contrats, etc. Aujourd'hui, faut qu'on se mette autour de la table. Et c'est une problématique vraiment pour nous cruciale. Mais on a un devoir de toute façon d'accompagner nos salariés. C'est même pas tant de me dire ils vont partir chez l'employeur d'à côté. Je me dois d'accompagner les salariés avec des augmentations générales. Et toi, Alexandre, quand tu ne trouves pas en France, tu vas faire travailler d'autres personnes ailleurs? Alors déjà, nous, vous savez, on a un taux d'offshoreisation qui est assez important sur les projets. Et encore, Atos, c'est une société qui est un peu en retard par rapport à ses concurrents. Hein. La plupart de nos concurrents sont à 80% d'offshoreisation. Alors vous savez que le coût d'un Indien chargé, c'est 15K. Hein. Et versus... Par an? Par mois? Par an. Le coût d'un Allemand est à 150K chargé. Vous voyez, pour le même... donc ça pose un vrai sujet. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y avait encore un article, je crois que c'était aujourd'hui dans les Échos, sur le triomphe des sociétés indiennes, qui en effet, à la fois, c'est le travail à distance. Alors là, on peut difficilement... Vous savez, il y a 5-6 ans, on dit « Oh non, quand même, ils sont en Inde, ça nous pose un problème, c'est quand même compliqué, on n'arrive pas à bien travailler avec eux. » Mine de rien, il y a eu cette accélération là, de montrer que ça marchait, et les coûts sociaux sont importants. Alors même si, et heureusement, et effectivement... l'Europe en ce moment est en train de nous faire comprendre la valeur de la souveraineté. Je pense que chacun a du mal maintenant à accepter probablement qu'on produise de l'aspirine uniquement en Chine. Donc c'est très bien. Maintenant, après, pour la transformation digitale, on n'a pas encore franchi l'étape. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que la verticalisation qui est très forte en fait, des métiers, et comme je l'évoquais tout à l'heure, nous amène à recruter différents types de profils. Ce n'est plus les ingénieurs simplement qui vont travailler sur la transformation digitale. Quand j'évoquais tout à l'heure des normaliens, des anthropologistes, voilà. Et dès lors, on va se retrouver donc avec une plus grande difficulté à faire que de l'offshore sur des projets. En revanche, après, on se retrouve bien entendu confronté à ce que j'évoquais, la guerre des talents. Alors, sur les nouvelles générations, l'argent n'est pas quand même le premier des sujets. Donc c'est ça qui est intéressant, mais bien entendu, on doit être compétitif. Ils connaissent parfaitement, alors ça c'est un leurre aujourd'hui d'essayer de faire comprendre, il y a une espèce de transparence sur les salaires, et donc vous êtes obligé de vous aligner voilà, sur le marché. Donc il n'y a même plus de négociation collective en fait, c'est dire il faut s'aligner sur le marché. Voilà. Anne-Claire, c'est pas un peu ta faute là de former des petits jeunes de 23 ans qui ont un melon énorme, qui coûte cher, qui veulent passer du statut de stagiaire à PDG? Enfin, t'es quand même responsable un peu, non? Non, pas du tout, parce que moi j'ai les mêmes à la maison. Ils veulent aussi beaucoup aller travailler dans le monde de l'économie sociale et solidaire, dans le monde de l'entrepreneuriat à impact. Et j'observe aussi le fait que l'argent peut parfois être un moteur, notamment quand le sens est moins là.
mais que quand ils trouvent des métiers pleins de sens, ils sont prêts à travailler pour pas grand-chose. On a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vont commencer en vraiment tirant le diable par la queue. Beaucoup vont dans le secteur des ONG, dans le secteur associatif, où ils gagnent vraiment pas forcément beaucoup, mais par contre, ils s'épanouissent et ils peuvent faire des trajectoires super passionnantes. Donc, c'est vraiment l'impact qui est plus la mesure, j'observe, de leur moteur que la rémunération financière. Non, je pense que je vais conclure très rapidement, vu l'heure et vu le programme que tu nous as préparé derrière. Je pense que tout le monde sera ravi d'avancer. Je voudrais simplement remercier très sincèrement l'ensemble du panel. Merci Leslie, merci Alexandre, merci Anne-Claire. Je disais, ce sujet du leadership est absolument passionnant et je pense que c'est des discussions dont on travaille beaucoup avec nos clients sur comment, encore une fois, ils doivent se réinventer. Je pense que moi, j'interviens beaucoup sur les sujets de responsabilité, de changement de modèle et en quoi est-ce que finalement ces crises peuvent apporter une opportunité, un accélérateur pour la transformation des entreprises. Je pense que c'était Alexandre qui disait que c'est finalement par les entreprises que le gros va se jouer. Et donc, on a en tant que dirigeant une responsabilité forte dans la transformation du monde et qui est une transformation nécessaire.